La salle d'audience s'est moquée de sa clé USB, mais leurs rires ont cessé dès qu'elle a révélé la corruption du juge. La suite vous laissera sans voix. La salle d'audience respirait la tension, bien qu'enveloppée de ridicule. Les bancs de bois craquaient sous les mouvements de l'auditoire, leurs murmures sourds vibrant dans l'air comme une nuée de mouches. Au-dessus, des néons violents éclairaient l'acajou poli du banc du juge, baignant chaque visage d'une luminosité clinique qui semblait mettre en lumière à la fois l'arrogance et le doute. Au centre de l'attention, un jeune homme se tenait devant la table, les épaules carrées mais tremblant comme si le poids même de la pièce l'écrasait. Il ne tenait à la main aucune pile de dossiers juridiques soigneusement reliés, ni aucune pile de papiers alourdis de signatures ou de sceaux. Il ne tenait qu'une petite clé USB, dont l'éclat métallique était presque risible face à la gravité de l'affaire qui traînait depuis des mois. Lorsqu'il la posa sur la table d'épreuve, le clic creux qu'elle fit contre le bois résonna plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Un éclat de rire s'ensuivit aussitôt. L'avocat de la défense se renversa sur sa chaise avec un sourire narquois qui semblait répéter, savourant l'audace du garçon comme une mauvaise blague lors d'un dîner. Les jurés échangèrent des regards amusés, les épaules tremblant dans une moquerie silencieuse. Le juge lui-même laissa échapper un petit rire, un son bas et dédaigneux qui portait le poids d'une autorité dénigrant le défi. Pour eux, le geste était risible, un acte de désespoir de la part de quelqu'un qui avait déjà perdu. Le garçon, à peine sorti de l'adolescence, semblait naïf, un enfant jouant avec des jouets sur un champ de bataille réservé aux guerriers aguerris de la loi et du pouvoir. Pourtant, derrière les mains tremblantes du jeune homme brûlait quelque chose de plus profond, de plus féroce et de plus dangereux que quiconque dans la salle ne le pensait. Il avait vécu trop longtemps avec le silence serré contre sa poitrine, la vérité enfermée derrière les barreaux de la peur et de la manipulation. Maintenant, tandis que des dizaines de regards le fixaient, le moquant et le mettant au défi d'échouer, il sentait la tension des années s'amplifier jusqu'à son point de rupture. Il repensa aux nuits passées à éplucher des dossiers jusqu'à en avoir mal aux yeux, aux murmures incessants selon lesquels la justice n'était pas pour les gens comme lui, à la façon dont l'espoir avait été étouffé à chaque fois qu'un autre appel était rejeté. Et maintenant, avec ce minuscule objet posé sur la table comme une pierre sans prétention, il détenait le pouvoir de riposter. Les murmures s'élevèrent de nouveau, aigus comme des aiguilles contre sa peau. Désespéré. Pathetic. C'était son dernier geste. Il n'était pas prononcé assez fort pour être qualifié d'interruption, mais ils étaient destinés à le transpercer, à lui faire perdre sa prise sur la seule carte qui lui restait à jouer. Sa poitrine se serra, et le doute, sombre et suffocant, l'envahit. L'espace d'un instant, il hésita. Et s'il avait tort? Et si les dossiers étaient rejetés comme falsifiés, manipulés, sans intérêt? Et si c'était l'humiliation ultime, et que ce rire résonnerait à jamais dans sa mémoire comme le son de la défaite? Cette pensée le menaçait au bord de l'effondrement, mais au même instant, sa résolution revint comme une lame tirée de son fourreau. Lorsque le technicien brancha le lecteur à contre-cœur, une lueur bleue emplit la salle d'audience. Le projecteur s'alluma, projetant sa lumière sur l'écran blanc en toile monté derrière le banc du juge. Au début, il n'y eut que des parasites, une brève seconde où le public sembla prêt à s'exclamer de plus belle. Puis l'écran changea de position et le premier fichier s'ouvrit. Les rires s'éteignirent en plein souffle. Des lignes de texte et des colonnes de chiffres emplirent la projection, des chiffres noirs et nets gravés sur un fond pâle. Les virements bancaires, horodatés et authentifiés, apparurent les uns après les autres. Chaque transaction portait un nom, chaque nom un poids, et lentement, la trace commença à se dessiner vers le haut comme une mèche qui brûle pour faire exploser une bombe. Des halètements remplacèrent les sourires narquois. Certains jurés se penchèrent en avant, s'efforçant de déchiffrer les chiffres. Quelques-uns froncèrent même les sourcils froncés, tandis que la compréhension prenait racine. Mais c'est lorsque le dossier suivant s'agrandit, affichant non seulement des relevés financiers, mais aussi des enregistrements téléphoniques, que le silence se fit plus pesant. Des haut-parleurs dissimulés diffusaient un son grésillant, des bribes de conversations chargées de preuves, des voix discutant de paiement, de verdicts, de promesses de protection. Ce n'étaient pas des criminels anonymes, ni des personnages mystérieux. C'étaient des voix familières, des fonctionnaires dont les noms avaient du poids dans la ville. Et au cœur de tout cela, tissé sans cesse entre les fils, se trouvait la voix et la signature de l'homme qui présidait le procès. Le sourire narquois du juge, si désinvolte quelques instants auparavant, se figea, vacilla, puis disparut complètement. Sa mâchoire se crispa,
Le marteau qu'il tenait à la main se figea en plein vol, comme s'il ne savait comment réagir. Son regard se porta brièvement sur le côté, scrutant l'écran tandis que les photos apparaissaient, des images de réunions secrètes, des documents signés sous la faible lumière d'une lampe, des ombres d'hommes échangeant des enveloppes. Chaque image s'agrandissait sur le mur derrière lui, sa propre silhouette figée dans des instants figés qu'aucun déni ne pouvait effacer. Il paraissait plus petit maintenant, son autorité majestueuse effacée par l'éclat des preuves qui le présentaient non pas comme un gardien de la justice, mais comme l'un de ses destructeurs. L'air lui-même changea. Ceux qui avaient ri restèrent immobiles, le goût amer de leur dérision dans la bouche. Les journalistes, au fond, cessèrent de griffonner des notes inutiles et se penchèrent en avant, leurs stylos appuyant plus fort sur leurs bloc-notes comme s'ils craignaient de manquer un mot. Même le sourire narquois de l'avocat de la défense s'estompa, remplacé par une lueur de malaise qui trahissait une reconnaissance. Le jeune homme, encore tremblant, ne sentait plus le rire l'écraser. Au contraire, il sentait la pièce céder sous le poids de la vérité, leur pouvoir s'écrouler comme du plâtre sous un marteau. Dans ce silence glacial et absolu, il comprit qu'il ne s'agissait plus de blanchir des noms ou d'annuler des condamnations. Il ne s'agissait même plus de gagner ou de perdre aux yeux de la loi. Il s'agissait de survivre, brut et inébranlable, contre des hommes qui avaient bâti leur empire en enterrant vivants des gens comme lui. La clé USB n'était pas seulement une preuve, c'était une arme, et il avait déjà tiré le premier coup de feu. Pour comprendre pourquoi il s'était tenu dans cette salle d'audience, la main tremblante et une clé USB, il fallait remonter en arrière, au jour où tout dans sa vie s'était irrémédiablement brisé. C'était un mardi matin, lorsque la police avait pris d'assaut leur petit appartement, ses bottes martelant le parquet usé, ses cris faisant trembler les fenêtres avant même que le soleil ne soit pleinement levé. Son père, un homme discret qui avait travaillé pendant des décennies comme superviseur d'entrepôt, avait été extirpé de la table de la cuisine, menotté, portant encore la chemise délavée que son fils lui avait offerte pour son anniversaire. On l'avait traité de voleur, de conspirateur dans une machination visant à détourner des millions d'un projet d'infrastructure publique dont il n'avait jamais entendu parler. Le garçon était resté figé dans l'embrasure de la porte, regardant l'homme qui lui avait appris à faire du vélo et à réparer un robinet qui fuyait se faire écraser la tête la première à l'arrière d'une voiture de patrouille. Les voisins chuchotaient par les fenêtres. À la tombée de la nuit, la nouvelle avait déjà qualifié son père de criminel. Le procès fut rapide et cruel. Des preuves surgirent de nulle part, des comptes bancaires au nom de son père remplis de dépôts suspects, des courriels qu'il était censé avoir écrits, des témoignages de personnes que personne dans leur famille n'avait jamais rencontrées. L'avocat de la défense qui leur était assigné était surmené et sous-payé, et chacune de ses requêtes fut rejetée par une accusation aux ressources illimitées. Le juge qui présidait l'affaire, celui-là même dont le visage avait perdu toute couleur lorsque la clé USB avait commencé à révéler sa vérité, semblait déterminé à obtenir une condamnation dès la première audience. Chaque objection était rejetée avant même que l'avocat n'ait prononcé un mot. Chaque preuve de la défense était rejetée comme non pertinente. Lorsque le marteau tomba, la peine était plus lourde que quiconque aurait pu l'imaginer. 25 ans de prison fédérale, dépouillé de sa dignité, de sa pension et de la réputation qu'il s'était bâtie au fil de décennies de travail honnête. Le monde du garçon s'effondra. Les supplications de sa mère au tribunal se transformèrent en sanglots la nuit, sa voix rauque à force d'écrire des lettres restées sans réponse. Les amis qu'il connaissait depuis des années cessèrent de les appeler. Les voisins les évitaient dans les rayons des supermarchés. Il vit le poids de la honte vider leur foyer autrefois chaleureux, le transformant en un lieu empli de silence et de rêves brisés. Il essaya de croire que le système se corrigerait de lui-même, que les appels apporteraient une nouvelle lumière, que la vérité aurait de l'importance. Mais chaque rejet était plus rapide que le précédent, chaque rejet plus glacial. Ceux qui avaient juré de protéger la justice semblaient davantage intéressés par une défense entièrement différente. C'est au cours de ces nuits solitaires, assis dans le bureau vide de son père, entouré de cartons de documents juridiques et de dossiers personnels, que la colère a remplacé le désespoir. Il a lu chaque page, étudié chaque date, recoupé chaque témoignage avec les archives publiques. Il a retracé les en-têtes de mai et les eurodatages de transactions jusqu'à ce que l'épuisement lui brouille la vue. Rien n'avait de sens. Son père n'avait aucun moyen d'orchestrer un tel crime, aucune raison, aucun lien. Et pourtant, les preuves étaient accablantes, trop ordonnées, comme si elles avaient été placées délibérément plutôt que découvertes. Une nuit,
Alors qu'il fouillait dans une pile de disques durs poussiéreux que son père avait utilisés pour son travail, il en est tombé sur un qui ne s'ouvrait pas normalement. Son contenu était chiffré, caché derrière des couches de mots de passe et de répertoires chiffrés. Au début, il a cru que ce n'était rien. Mais en rassemblant les fragments, une toute autre image a commencé à émerger. Les fichiers étaient méticuleux. Des feuilles de calcul documentaient les paiements de sociétés écrans, de filiales cachées liées à de grandes entreprises de construction et de comptes directement liés à des politiciens dont les campagnes avaient été mystérieusement surfinancées. On y trouvait des courriels scannés entre procureurs et dirigeants d'entreprises, planifiant les résultats bien avant même le début des procès. Des photos prises autour de steaks et de vins onéreux montraient des juges et des fonctionnaires municipaux riant aux côtés des mêmes hommes d'affaires bénéficiant désormais de contrats de plusieurs millions de dollars. La condamnation de son père n'avait jamais été motivée par la justice, mais par commodité. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire, de quelqu'un sur qui rejeter la faute, et son père correspondait parfaitement à ce rôle. D'âge moyen, issu de la classe moyenne, suffisamment invisible pour ruiner sans conséquence. Plus il creusait, plus l'histoire devenait sombre. Des policiers étaient employés par des sociétés de sécurité privée, divulguant des informations pour protéger certains intérêts. Des membres du conseil municipal faisaient pression pour que des lois soient adoptées afin d'injecter des fonds dans des projets de développement qui n'existaient presque pas sur le papier. Même les médias locaux apparaissaient dans la correspondance, leur couverture étant guidée par des paiements subtils déguisés en honoraires de consultants. Et tout cela était entrelacé, signatures, approbation et notes privées du juge même qui avait présidé au sort de son père. Ce même homme avait dîné avec des dirigeants d'entreprises des semaines avant le procès. Il avait reçu des dons de campagne d'entreprises impliquées dans le scandale de détournement de fonds. Il avait même, à une occasion, échangé des courriels avec le procureur, soulignant l'importance d'une condamnation pour éviter tout doute public. Le garçon commença à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une corruption confinée à une seule affaire. C'était une machine, un réseau complexe qui s'étendait à tous les niveaux de pouvoir, se nourrissant des vies qu'elle détruisait. Chaque nouvelle preuve le rapprochait d'une terrifiante prise de conscience. Ils avaient construit un système non pas pour faire respecter la justice, mais pour l'instrumentaliser. Et dans leur monde, les gens comme son père n'étaient pas des accusés, mais des sacrifices. Plus il en découvrait, plus sa colère se transformait en détermination. Son père était peut-être celui qui portait la combinaison, mais les vrais criminels étaient toujours assis dans des fauteuils en cuir, souriant sur les photos, serrant des mains dans les salles de réunion. Chaque soir, il fixait les preuves sur son ordinateur portable, se demandant quoi en faire. Les risques étaient énormes. S'il révélait ce qu'il savait trop tôt, les dossiers risquaient de disparaître, sa crédibilité pourrait être mise à mal. Au pire, il pourrait disparaître lui-même. Mais ne rien faire signifiait accepter que le pouvoir triompherait toujours de la vérité. Il commença à contacter des contacts en secret, à tâter le terrain avec des fuites anonymes, à observer les rumeurs de corruption émerger sur d'obscurs forums en ligne et blogs d'investigation. Pourtant, même lorsque les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, il savait que divulguer l'information ne suffirait pas. Le système avait appris à enterrer les scandales sous la bureaucratie, à étouffer la vérité sous des détails techniques. S'il voulait la révéler, il devait le faire de l'intérieur, là où on s'y attendait le moins. Cette décision le conduisit au tribunal des semaines plus tard, seul face à ceux qui avaient autrefois ri de sa douleur. Il n'était plus seulement un enfant défendant son père. Il était une arme forgée par la trahison, brandissant la vérité qu'ils avaient tant cherché à occulter. Chaque élément de preuve contenu dans cette clé USB était une étincelle visant le cœur de leur empire, et il n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Car plus il examinait les dossiers, plus il réalisait que ce qu'il avait déjà découvert n'était qu'une surface. Et maintenant, assis dans cette salle d'audience, il ne se battait pas seulement pour son père. Il faisait face à un système conçu pour l'enterrer. Mais ce que personne ne savait, c'est que la clé USB n'était que le début. Lorsque la première vague de dossiers emplit l'écran de la salle d'audience, l'ordre se brisa comme du verre. Les papiers bruissaient violemment tandis que les avocats se levaient d'un bond, protestant d'une voix aiguë, paniquée. Leurs mots se heurtèrent, un mur de son emplit de cris sur la recevabilité, la chaîne de possession, la non-pertinence. Le juge, dont le visage avait déjà perdu son air suffisant, frappa du marteau avec une fureur qui semblait moins viser à faire respecter l'ordre qu'à masquer la vérité qui défilait derrière lui. Il aboya des ordres pour que le projecteur soit éteint immédiatement,
sa voix craquant comme elle ne l'avait jamais fait depuis les longues semaines du procès. L'huissier hésita un instant avant de faire signe à la sécurité, et les lourdes bottes de 2 officiers commencèrent à s'abattre dans l'allée en direction du garçon, seul à la table des témoins. La poitrine du jeune homme brûlait, non pas de peur, mais du poids de l'inéluctabilité. Il savait qu'il tenterait de le faire taire. Il y comptait. Pourtant, à l'approche des officiers, son pouce s'emballa à ses tempes, et pendant une brève seconde, la vague de puissance sembla prête à l'engloutir. Puis, coupant le chaos, une voix s'éleva de la galerie, mesurée, autoritaire, impossible à ignorer. Un homme se leva lentement de son siège, ses cheveux gris reflétant la lumière crue du tribunal, sa présence attirant l'attention avant même qu'il ne parle. Il se présenta comme un enquêteur fédéral à la retraite, un nom connu de certains journalistes plus âgés qui griffonnaient des notes au fond du tribunal. D'une voix tranchante comme une lame dans le brouhaha, il déclara que les documents affichés à l'écran étaient authentiques. Il expliqua au tribunal qu'il suivait la même piste de corruption depuis des années, traquant les rumeurs et les impasses, et que maintenant, la voilà exposée au grand jour. Réduire le jeune homme au silence, avertit-il, n'enterrerait pas la vérité. Cela déclencherait une tempête de feu qu'aucun marteau ne pourrait éteindre. L'effet fut immédiat et électrique. Les policiers qui avançaient ralentirent le pas, incertains, leurs yeux oscillant entre le banc et le nombre croissant de caméras qui venaient de s'allumer. Au dernier rang, les journalistes qui avaient jusque-là traité le procès comme une mission de routine se précipitèrent pour récupérer leur matériel. Objectifs focalisés, lumière rouge clignotante, et la salle s'emplit du doux claquement des obturateurs et du bourdonnement sourd des flux en direct reliant le chaos intérieur à des milliers d'écrans extérieurs. Sur les marches du palais de justice, les spectateurs, qui réclamaient justice depuis des semaines, fixaient maintenant leurs téléphones et tablettes, stupéfaits, en voyant le visage du juge projeté, avec des preuves accablantes se dressant derrière lui. Ce qui avait été un procès local se transformait, en temps réel, en un spectacle national. Le garçon sentit ses mains se stabiliser, les tremblements qui avaient trahi sa peur s'apaisant lorsqu'il réalisa que le vent tournait. Il n'était pas seul. Pendant si longtemps, il avait été une seule voix criant dans le vide, un fils luttant contre un empire conçu pour écraser la dissidence. Maintenant, sous le poids de la confirmation de l'enquêteur et sous les yeux du public rivés à chaque seconde, les preuves portaient une force plus grande que lui. Les dossiers défilant sur la projection s'assombrissaient à chaque clic. Ce n'étaient pas seulement des rangées de chiffres et des transactions stériles. Enfouis à l'intérieur se trouvaient des enregistrements vidéo, bruts et irréfutables, montrant les visages de ceux qui s'étaient drapés de respectabilité tout en empoisonnant la justice. Un extrait montrait une arrière-salle faiblement éclairée où le juge était assis en face d'un PDG d'entreprise. Les 2 hommes se serraient la main tandis qu'une épaisse enveloppe glissait sur la table. Un autre filmait des policiers en uniforme riant sur un parking, racontant combien il était facile d'obtenir des condamnations injustifiées lorsque le juge avait déjà le verdict écrit. Chaque image amplifiait la corruption, creusant des fissures dans la dignité de marbre de la salle d'audience. Des exclamations s'élevèrent du box des jurés, les mêmes qui avaient autrefois ricané devant le désespoir du garçon. Leurs regards se posaient maintenant nerveusement, certains évitant complètement l'écran comme si la vérité elle-même risquait de les accuser de complicité. Le juge frappa plus fort de son marteau, le craquement du bois résonnant sur les murs, chaque coup étant un acte de désespoir. Il ordonna l'arrêt de la diffusion, exigea le retrait de l'équipement, mais l'autorité dans sa voix s'était estompée. Là où autrefois ses paroles imposaient l'obéissance, elles semblaient désormais fragiles, comme une vieille corde s'effilochant sous un poids excessif. La clameur des avocats s'était assourdie dans un silence gêné. Même ceux qui avaient protesté avec le plus de ferveur quelques minutes plus tôt semblaient réticents à s'associer à un navire en perdition. La respiration du garçon se calma tandis qu'il relevait le menton, observant la pièce se transformer sous la lumière de la vérité. Il pensa à son père dans une cellule froide, dépouillé de sa dignité, à sa mère pleurant la nuit dans ses bras, à toutes ces nuits où il était resté seul, se demandant s'il était fou de continuer à se battre. Cet instant était leur justification, mais c'était aussi quelque chose de plus profond. Il le sentait maintenant, l'histoire avait échappé au tribunal. Elle était vivante, incontrôlable, se propageant plus vite que la peur. L'enquêteur à la retraite s'approcha, les yeux fixés sur le banc. Il se pencha juste assez pour que ses paroles couvrent le faible bourdonnement du projecteur, sa voix d'acier enveloppée d'avertissement. Il dit au garçon doucement,
mais suffisamment fermement pour que les rangs les plus proches l'entendent, que le système s'effondrait sous ses propres mensonges. Les preuves étaient trop nombreuses, les regards du monde trop nombreux. Puis, baissant la voix jusqu'à un murmure qui trahit le doute du jeune homme, il prononça la phrase qui figea l'instant dans sa mémoire. « Vous les avez acculés. Maintenant, appuyez plus fort. » À la fin de la journée, l'atmosphère de la salle d'audience n'appartenait plus à l'homme qui tenait le marteau. L'imposant banc de chêne, autrefois trône d'une autorité inébranlable, semblait se rétracter sous le poids des révélations déversées sur la petite clé USB. Le témoignage du garçon avait traversé les murs comme une inondation rompant un barrage, et malgré tous les efforts du juge pour le faire taire, en frappant bois contre bois jusqu'à ce que le son craque et se brise, la vérité s'était déjà infiltrée dans tous les recoins de la salle. Les murmures du jury, les gribouillis rapides des journalistes, la lueur incessante des caméras et les inspirations brusques de la foule emplissaient la salle d'une électricité qui dépouillait le juge de son armure. L'arène n'était plus la sienne. C'était la scène du peuple. Dehors, la tempête s'intensifiait. Les journalistes diffusaient des informations en temps réel, leurs voix tremblant sous le poids de l'histoire en train de s'écrire. Partout dans la ville, les téléviseurs clignotaient dans les restaurants, les salons et les salles d'attente, diffusant en boucle les images cachées. On voyait le juge fourrer des enveloppes dans son manteau. On le voyait hocher la tête lors de réunions discrètes avec des dirigeants d'entreprise, échangeant des faveurs contre de l'influence. On voyait des policiers rire dans les coulisses de condamnation qui ruinaient des vies, chaque gloussement sonnant désormais comme un aveu. Chaque image s'était gravée dans l'illusion de justice qui avait si longtemps résisté, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un portrait de cupidité et de pourriture. Le garçon était assis, raide, les mains tremblantes sur ses genoux, mais il y avait dans ses yeux une flamme qui n'était pas là ce matin-là. Il était entré dans le palais de justice avec un morceau de plastique pas plus gros qu'un pouce, moqué pour l'avoir cru détenir du pouvoir. Maintenant, la nation entière observait son contenu transformer une salle d'audience en théâtre de jugement. Lorsque les agents fédéraux franchirent la grande porte à 2 battants, le silence qui s'installa fut tel que l'air lui-même semblait figé. Leurs costumes sombres et leurs pas assurés fendaient la foule avec une autorité tranquille. Ils ne regardèrent ni le garçon, ni les avocats qui sifflaient leurs objections pour les réduire au silence. Leurs yeux étaient fixés sur le juge, pâle, les mains figées au-dessus du marteau, comme s'il s'accrochait au dernier symbole de contrôle. L'annonce fut brève mais dévastatrice. Corruption, obstruction, complot. Chaque mot résonna comme un coup de marteau, dépouillant le banc de son caractère sacré. Des exclamations de surprise parcoururent la galerie. Le jury, qui avait jadis ricané lorsque le garçon avait branché sa clé USB, resta les yeux écarquillés, incapable de détourner le regard tandis que les huissiers emmenaient l'homme qui avait présidé d'innombrables vies et lui passaient les menottes. Le bruit du métal se refermant résonna plus fort que n'importe quel coup de marteau ce jour-là. Le cœur du garçon battait la chamade, non pas de triomphe, mais d'incrédulité. Pour la première fois depuis des années, l'impossible semblait réel. Lorsque le juge fut escorté hors de la salle d'audience, les épaules voûtées, l'envoûtement qui régnait sur la salle d'audience se rompit. Le père du garçon, assis dans le fauteuil de l'accusé, releva la tête comme si un poids lui avait été retiré de la poitrine. Le verdict qu'il avait condamné s'effondrait sous l'avalanche de corruption mise à nu. D'une seule requête, le tribunal annula sa condamnation, les mots roulant dans la salle comme un soleil perçant les nuages d'orage. Les larmes montèrent aux yeux du garçon, mais il les retint. Ce moment n'était pas seulement pour sa famille. C'était pour chaque nom, chaque visage, chaque vie ensevelie sous la cupidité du juge. L'information circula plus vite que les portes du tribunal ne purent s'ouvrir. La foule massée sur les marches s'extasiait à la vue des premières images. Le juge emmené, le père du garçon libre, le garçon debout au centre de tout cela, telle une figure sculptée par la détermination plutôt que par les années. Les chants redoublèrent d'intensité, les voix se mêlant en un seul appel à la justice qu'il était impossible de rejeter. Les journalistes s'avancèrent, micros et appareils photo allumés, leurs questions se confondant dans une tempête sonore. Le garçon s'avança dans la lumière, respirant calmement, le visage serein au milieu du chaos. Il ne souriait pas, ne jubilait pas, ne cherchait pas les louanges. Il dit simplement, presque trop bas pour que la foule en délire puisse le saisir, que ce n'était pas la fin, mais le début. Ces mots eurent une portée plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer. En quelques heures, ils firent la une des journaux. Avertissement,
L'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes de l'injustice judiciaire, de l'abus de pouvoir et de la puissante dignité d'une personne sous-estimée. Ce récit vise à souligner l'importance de l'intégrité, à inspirer l'espoir et à nous rappeler qu'un seul acte de courage peut tout changer.